Donc, bah, où j'en étais, je disais qu'il y avait 2 sens au mot épistémologie, qui est un premier sens de théorie de la connaissance et un deuxième sens qui est de philosophie des sciences, et les 2 sens sont souvent interreliés, c'est difficile de les départager. Hem, pour ce qui est de l'épistémologie, c'est aussi difficile, tant qu'à moi, de différencier ça de l'ontologie, hein. Dans les cours, on a souvent une distinction très claire, mais quand on parle de réalité, souvent on en vient à définir notre rapport au réel et donc à la connaissance. Donc aujourd'hui, évidemment, ceci étant dit, je vais vous partager mes réflexions. Je ne suis pas un expert en épistémologie, et je suis juste un curieux avec peut-être, quelques connaissances et encore. Donc, à garder en tête, hein, c'est plutôt une ouverture à la discussion. Prolégomène justement aux considérations épistémologiques, hein, prolégomène étant un mot pour avoir l'air intelligent, mais qui veut seulement dire qu'il faut prendre quelques précautions avant de parler d'épistémologie. Heu, quelques éléments d'actualité, on a beaucoup de débats en ce moment sur la fin de la théorie. C'est Chris Anderson qui en avait parlé dans un article qui est devenu célèbre, qui nous dit qu'en fait, on n'aurait plus besoin de théorie, on a juste besoin de meilleurs modèles qui vont être plus prédictifs et de plus de données. Donc on a des débats forts en épistémologie sur ça et ça permet un peu de cadrer les discussions. Si vous avez déjà un ressenti sur la réponse à la question: «Est-ce qu'on a besoin de théorie ou non?» ça va vous orienter vers une épistémologie ou une autre. Ce que Chris Anderson nous dit, c'est comme, je viens de vous raconter, qu'on n'a plus besoin de théorie, on a seulement besoin de plus de données. Mais ça, c'est fortement critiqué en philo des sciences et en philo tout court, notamment avec, Byung-Chul Han qui nous dit qu'une théorie n'est pas seulement une prédiction, un modèle qu'on pourrait remplacer par des analyses de données. Une théorie, c'est aussi une décision sur ce qui est ou ce qui doit être et sur ce qui n'est pas ni ne doit être. Donc vous voyez déjà, juste de définir c'est quoi une théorie et son rapport à la science nous amènerait très loin en épistémologie, hem, pour nous raccrocher peut-être à notre, sujet, et à notre raison de la rencontre. On peut se demander si une théorie en fait, elle a un but qui est d'être additif, donc d'ajouter quelque chose à une parcelle de connaissance, d'être détective, de détecter ce qui est, une zone de connaissance qui n'aurait pas été encore analysée, de narrer ou une vision herméneutique dans un sens de dévoilement aussi ou de lecture, de la réalité. Et ça va être des choses qui vont être creusées davantage dans quelques instants. Il y a aussi, quand on parle d'épistémologie, comme je le disais en ouverture avant que ça enregistre, toute une prise en considération à faire des débats philosophiques antérieurs et qui commence avec, Platon qui nous dit qu'en fait, le réel n'existe, en fait, la connaissance du réel n'est pas possible et c'est surtout nos idées du réel qu'il faut creuser et se méfier de nos perceptions. Tandis qu'Aristote avait développé les bases d'une méthode scientifique basée sur, des études empiriques et c'était déjà les 2 grandes tensions qui vont creuser toute l'épistémologie jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on se base plus sur des idées ou notre, rapport, disons, au monde ou est-ce qu'on se base plutôt sur le monde en lui-même et on devrait se retirer de l'analyse pour dévoiler, la nature, par exemple, et ses mécanismes? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Heu, faites-moi des pouces. Bon, parfait. Pour en venir à l'épistémologie, la classification la plus classique, c'est celle, la plus communément utilisée, c'est celle de Gibson-Burrell, en 1979 et là, je ne vais pas entrer dans le détail de son article ou de ses livres parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais il nous dit qu'il y a plusieurs approches envers la science, envers la nature et même envers l'humain qui nous permettent de nous situer en épistémologie et qui nous permettent, en fait, de savoir quel type de science on veut faire. Et il nous dit: «Est-ce qu'on est dans une ontologie où on croit qu'il y a quelque chose qui ferait part, d'une réalité, hein, donc on serait dans une perspective réaliste, on veut montrer comment la réalité fonctionne? Ou est-ce qu'on s'inscrit plutôt dans une théorie de la normativité où on veut voir comment, les normes sociales, heu, façonnent notre connaissance?» Il nous parle aussi de rapport à l'épistémologie qui serait du positivisme à l'antipositivisme. Maintenant, je pense qu'on parlerait plutôt de construction sociale. Ça serait à valider avec des gens qui connaissent plus Burrell que moi. Mais, est-ce qu'on pense que la connaissance devrait être un miroir de la réalité ou est-ce qu'on pense
En fait, c'est notre subjectivité qui importe et qui apporte la connaissance. Vous voyez qu'on revient à Platon et Aristote d'une certaine façon. Un autre point de départ de sa classification, c'est la nature humaine, de dire est-ce qu'on est dans une nature humaine qui est déterminée par son environnement ou qui est volontariste, donc qui peut changer le cours des choses et changer l'environnement. Ça apporte des visions où c'est plutôt les structures, par exemple, qui vont nous influencer dans une vision déterministe, ou alors c'est l'individu qui peut être acteur de changement et c'est à nous de voir un peu ses perceptions, ses ressentis, etc. Sur la méthodologie, je ne vais pas en parler trop longuement parce que c'est un peu technique, la nomothétique et l'idéographique, mais c'est l'idée que quand on s'inscrit dans des perspectives épistémologiques, on a aussi des visions de la méthode ou de la méthodologie où on doit respecter des protocoles et des techniques pour faire de la science, hein. La bonne science devrait avoir un taux de variation de 5%, etc. Tout un ensemble de techniques qui déterminent qu'on fait de la science ou non. Puis il y a d'autres personnes qui disent plutôt que de respecter des protocoles, en fait, c'est de tenir compte de la subjectivité et du sujet qui fait en sorte aussi qu'on peut appeler ça de la science. Et lui en vient à une classification sous 4 paradigmes que vous voyez à l'écran, qui vont d'une perspective subjectiviste à objectiviste et aussi d'une perspective de changement radical à une régulation ou un maintien de l'ordre établi. Donc ça, c'est ce qu'on a le plus en sciences de gestion parce que ça fait pas si longtemps qu'on a des débats sur l'épistémologie en sciences de la gestion. Évidemment, comme la science elle-même, elle est assez jeune. On reviendra pas on reviendra pas d'ailleurs sur les débats du mot science de la gestion qui nous amènerait un peu plus loin. Sinon, variation sur le même thème, avec une image qui se veut une image de variation sur le même thème, alors voyez-y ce que vous voulez. Heu, on a, hem, on a plusieurs auteurs que j'ai tirés, des cours, ici à l'UQAM, avec, notamment Olivier Germain, Viviane Sergi, mais aussi, le cours d'épistémologie à HEC, que j'ai suivi et qui va beaucoup plus loin que ce que je vais vous dire aujourd'hui, si ça vous intéresse. Il y a tout un cours de doctorat sur l'épistémologie. Donc ces auteurs qu'on voit dans ces cours, bah, nous disent par exemple, Conlife nous dit: «Il y a 3 problématiques qui permettent de se situer en épistémologie, l'intersubjectivisme, le subjectivisme et l'objectivisme». Et ça, pour rendre les choses, disons, simples, c'est de dire: est-ce que notre connaissance, elle est construite à partir de notre ressenti, ce serait le subjectivisme, à partir des données qui émergent et qui ne dépendent pas de nous, l'objectivisme, ou à partir aussi de la relation avec les autres connaissances et avec les autres personnes. Ça, c'est une théorie intersubjectiviste qui pourrait être inspirée de Kuhn, notamment. Goupa et Lincoln nous proposent, plusieurs autres critères, qui sont un peu plus classiques, mais en fait, plusieurs autres approches pour être exact, positivisme, post-positivisme, théorie critique, constructivisme, mais surtout de partir des critères de scientificité et ça, c'est intéressant, on va y revenir, vers la fin de cette présentation. Johnson et Duberley, ça, c'est un ouvrage qui était, à lire dans le cours d'épistémologie, justement, proposait, sensiblement les mêmes catégories, positivisme, conventionnalisme, là, on rejoint l'intersubjectivisme, un conventionnalisme, c'est de s'inscrire dans les conventions, ce que Kuhn appelle et ça, c'est une erreur classique, c'est pas Kuhn ne s'intéresse pas seulement au paradigme, mais surtout aux matrices disciplinaires, c'est-à-dire, une matrice disciplinaire, c'est comment votre connaissance s'inscrit dans plusieurs paradigmes de votre discipline. Par exemple, si vous êtes en sociologie, ben, il y a des choses que vous pouvez dire et d'autres que vous pouvez moins dire. Donc lui, il reprend positivisme, conventionnalisme, postmodernisme, théorie critique, pragmatisme. Ben, lui étant Johnson et Dubreuil. Donc, dans le cours de HEC, on voit sensiblement les mêmes courants, mais aussi, ce qui est intéressant et ce que Marilyn disait en ouverture un peu, on voit comment les débats contemporains peuvent éclairer l'épistémologie au-delà des catégories. Et ça, c'est un peu l'angle que je vais prendre dans quelques instants. Autre façon de procéder que je vous propose aujourd'hui, qui est pas la prétention d'être la meilleure façon, mais qui est un peu la façon dont je me dépatouille, dans tous ces débats interminables et toutes ces catégories. Se poser des questions, plus fondamentales ou plus, existentielles. Qu'est-ce que la science pour moi? Quelle contribution est-ce que je veux faire? Quel est mon objet d'étude? Qu'est-ce que j'essaye de faire ou de résoudre?
Quel est le sens de la vie? Pourquoi suis-je constamment malheureux? Est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que mes amis vont constamment me trahir? Ça, c'est d'autres questions qui dépassent le cadre de la discussion, mais bon, si vous voulez les poser, elles peuvent être intéressantes. Hem, donc, par exemple, question 1, quel est mon objet d'étude? Là, pour éclairer l'épistémologie, on va partir de l'ontologie, on va se dire, sur quoi est-ce que ma connaissance porte et sur quelle réalité? À cet égard, je vous ai mis, je pourrais vous donner les références complètes, si vous les voulez, mais cet ouvrage en particulier, je voulais le mettre dans la présentation parce qu'il éclaire assez bien euh, tout le, tous les débats sur le rapport entre théorie et réalité ou entre connaissance et épistémologie d'un côté et ontologie de l'autre. Et ça, c'est vraiment, par contre, c'est beaucoup plus philosophique. Donc, en partant de l'objet d'étude aussi, on peut se poser une question qui est somme toute assez simple. Quel est l'acteur central ou l'objet central de mon analyse? Est-ce que c'est un individu rationnel, un homme politique, une différence individuelle, un système? Ça, c'est ce que Wallerstein nous propose aussi de faire en repensant les sciences sociales. Une question sous-jacente que je trouve qu'on a tendance à perdre de vue quand on est au doctorat à travers toutes les catégories qu'on nous impose, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi j'ai envie d'étudier tout ça? Et ça peut éclairer aussi l'épistémologie à laquelle on veut adhérer. Dans mon cas, j'ai essayé de vous montrer à chaque fois qu'il y avait un exemple concret, hein, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous donner un exemple. Dans mon cas, pour le capitalisme, j'ai essayé de voir un peu toutes les définitions et de voir qu'est-ce que je voulais en faire. Une fois que j'ai déterminé que cet objet d'étude était à la fois politique, anthropologique et économique, j'ai dû creuser les définitions et les implications pour mon épistémologie. Évidemment, je ne vais pas vous raconter tout le cheminement, tout de suite, du moins, sur, le réalisme critique, là, ça nous amènerait un peu loin. Question 2, partir de ma problématique, qu'est-ce que j'essaye de faire ou de résoudre? Hein, une fois qu'on a déterminé c'est quoi l'objet d'étude ou l'acteur central, on peut se demander, et là j'ai pris un exemple qui ne va pas du tout être, polémique, on peut se on peut se demander par exemple, comment est-ce qu'on construit l'identité si l'identité vient seulement de la société où il y a des ramifications biologiques et quelles sont les implications, si on avait une vision de l'identité qui est seulement biologique, ce qui ferait vraiment pas consensus d'ailleurs, mais bon, on aurait peut-être une épistémologie qui serait plus positiviste. Il y a des manières comme ça de raccrocher des épistémologies à notre vision du problème qu'on essaye de résoudre. Quel est le but de ma recherche? Est-ce que c'est de décrire un phénomène, contribuer à la science, critiquer l'état de la société? On va tomber très rapidement dans, les critères de scientificité, sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Par ailleurs, dans mon cas, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, en fait, c'était examiner des rapports de domination dans des institutions et ça, c'était, ce qui m'avait amené à faire un doctorat. Donc, en réalisant ça, je me suis dit: Forcément, je m'éloigne de simplement une épistémologie qui serait subjectiviste puisque je veux voir l'effet des structures et leur façon d'être ou leurs mécanismes sur les individus». Donc déjà, j'avais rajouté une couche de complexité. Et il fallait que je vois, si je devais éliminer certaines épistémologies d'emblée, quelles étaient les implications pour, me positionner avec plus de fermeté, disons. Puis d'ailleurs, j'aimerais dire à ce stade-ci de la présentation que, ça va pas faire consensus, mais à mon sens, il y a des sujets d'études aussi qui demandent peut-être des épistémologies, moins poussé ou avancé. Si vous étudiez, par exemple, je ne sais pas, l'effet des autocollants, sur l'augmentation des ventes dans un supermarché, ça c'est une thèse qui a existé. Les autocollants sur le plancher, peut-être que ça vaut pas la peine d'aller dans les débats sur le réalisme critique, et sur, est-ce que notre rapport au monde d'une manière énormément complexe, puisque votre phénomène, en fait, demande, appelle peu de questions de ce genre. Mais ça ferait pas consensus encore une fois, je pense juste qu'on nous impose souvent de faire de l'épistémologie alors qu'on pourrait, peut-être sauter quelques questionnements. Bon, j'aurais pas dû le dire vu que c'est enregistré. Question 3 pour continuer, partir de critères de scientificité, ça c'est l'approche, de Guba et Lincoln dont je vous parlais.
Et là, je vous ai fait une liste totalement non exhaustive et personnelle de ce qui m'a permis de me situer un peu sur ma recherche. Sachant qu'un critère de scientificité, on pourrait le définir, de manière simple comme étant ce qu'on considère comme de la bonne science, hein. Vous avez tous une idée de pour vous, c'est quoi de la vraie science par rapport à du n'importe quoi, pour dire les choses le plus simplement possible, et cette définition s'accompagne de critères. Par exemple, un des critères, classiques, c'est de dire: «Est-ce que ma recherche a une valeur, prédictive? Est-ce qu'elle me permet de faire des prédictions sur, des événements à suivre?» Ça, c'est un critère, par exemple, qu'on pourrait utiliser en météorologie, de dire: «Est-ce que je peux faire des prévisions? Est-ce que ces prévisions seront fiables?» Un autre critère, ça serait le critère d'objectivité, mais ce critère est un peu comme tous les critères d'ailleurs, hein, en épistémologie, rien n'est jamais simple. Ce critère, ne fait pas consensus et je vous réfère au livre de d'Aston et Gallison sur l'objectivité qui nous montre qu'il y a au moins 3 sens du mot objectivité et qui nous permet un peu de raffiner notre compréhension de ce critère. Si vous vous dites, «Pour moi, c'est l'objectivité qui compte», ben là, ça pourrait être intéressant de creuser à ce niveau-là. Oui, j'ai une question, Aude-Marie. Oui, Sébastien, merci, c'est super intéressant. Mais si, par rapport à l'objectivité, bon, tu dis qu'il peut y avoir de 3 sortes de définitions, mais si on prend celle-ci, ma recherche doit bien rendre compte d'un phénomène, mais si j'ai une épistémologie, je ne crois pas au positivisme, à l'objectivité du chercheur. Moi, j'ai une démarche pragmatique, mais malgré cette me même si comme chercheur, je l'assume que je ne suis pas objective, de par le pragmatisme de ma démarche et la démarche inductive, que je mène, je cherche à bien rendre compte d'un phénomène, Mmh. mais je sais que je suis pas objective. Mais c'est ça. Alors, peut-être que bien rendre compte est une formulation un peu trop générale. Ça serait de rendre compte avec, précision et justesse, mais c'est que le critère d'objectivité, en fait, il y a 3 types d'objectivité, je tu me diras si ça aide à répondre à la question, là. Il y a 3 types d'objectivité. Il y a l'objectivité mécanique qui est de rendre compte d'un phénomène tel quel, hein. On se dit: «Il y a quelque chose qui existe dans la nature, je vais essayer d'en rendre compte le mieux possible». L'objectivité, ensuite, dans un 2e temps, parce que ça a évolué avec le temps, on s'est rendu compte que c'était plutôt des structures qu'on voulait rendre compte. En fait, par exemple, c'est pas tant ce que j'observe ou ce que je vois, mais ce qui est sous-jacent et ça serait un peu toute la physique, plus avancée qui essaye de rendre compte plutôt de structures ou de grandes lois que de ce qu'on observe et d'ailleurs, si vous avez, quelques connaissances sur la physique, quantique et cetera, on se rend compte que c'est toujours contre-intuitif, hein, mais ça a quand même une valeur d'objectivité parce que ça dépend pas du chercheur. Le 3e type d'objectivité, c'est une objectivité qui est plutôt construite par le chercheur et ça, on voit beaucoup ça en médecine, c'est-à-dire on va construire des idéotypes et disons des représentations du réel qui sont parfaites, qui nous aident à mieux comprendre le réel, mais qui tiennent encore pas compte, de la subjectivité. Donc moi, ce que j'ai voulu dire par cette définition très, subjective de l'objectivité, c'est que, heu, à partir du moment où on veut rendre compte d'un phénomène et en rendre compte le mieux possible, sans, en mettant de côté notre propre jugement, nos propres valeurs, pour moi, on rentre dans ces 3 définitions de l'objectivité. Bah, pour moi et pour Daston et Galison, parce que moi, je me base surtout sur eux, mais il y aurait sûrement plein d'autres écrits, à ce sujet. Puis là, je vois Marc, je ne sais pas si tu voulais, le dire, Ben, c'est la quatrième qui vient plus théorie féministe, qui est le strong objectivity, qui est le standpoint théorie, dans le fond, que l'objectivité devient davantage de l'expérience, du positionnement que tu occupes. Donc, qui est pas nécessairement du chercheur, en fait. OK. Puis, bon, ben, là, c'est ça. Alors, là, on voit aussi que plus on creuse dans les termes et plus on s'attarde à se catégoriser, plus, ça peut apporter une confusion. Parce que ce que tu viens de dire, Marc, pour moi, ça aurait pas été de l'objectivité et comme je connais pas les auteurs, évidemment, ça m'ajoute de la confusion. Moi, je pense, et
Et ça c'est un aveu aussi, de manque de connaissances, sur, tous les sujets qu'on pourrait creuser là. Mais ce que je pense avec les critères, c'est que ce qui aide, c'est de voir est-ce que personnellement, il y en a qui me parlent le plus et avant d'expliquer les autres critères, de hiérarchiser ces critères. C'est ce que je dis en bas, c'est de, par exemple, se dire: «Moi, je dans ma recherche, c'est sûr que je fais le critère de prédiction, c'est pas important pour moi» ou le critère de réplicabilité, si je me fais une autoéthnographie sur mon ressenti, c'est peut-être pas mon critère numéro un. Donc de se positionner comme ça et de voir s'il y a des tensions qui apparaissent entre des critères. Ce que tu décrivais, Aude-Marie, c'est, que tu peux avoir une perspective qui est pragmatique avec des critères qui viennent peut-être d'une littérature positiviste. C'est pas impossible, c'est juste qu'il faut le clarifier, il faut être conscient de ces points de tension. Donc la démarche par les critères, à mon sens, elle permet un peu de clarifier un peu, tout le brouhaha, épistémologique. Est-ce que ça a répondu à la question sensiblement? Oui, merci. OK. Donc, Heu, 3e critère, c'est qui, vous voyez déjà peut avoir une tension avec certaines définitions de l'objectivité, c'est celui de rendre visible ou de donner la parole à des personnes et ça, si Maryse écoute cette vidéo, elle pourra comprendre, se reconnaître peut-être dans ce critère sans lui prêter d'intention. Hem, c'est, de dire que ma recherche, veut faire exister un pan du social qui est oublié ou veut faire exister même des personnes qui n'ont pas de voix et ce critère, parfois est le plus important dans une recherche et dominera tous les autres. Donc après, il faudra voir, heu, est-ce que ça comment est-ce que je justifie que ma recherche reste de la science? Il y aurait plein de manières et de littérature, pour ce faire évidemment. Quand on est dans des perspectives plus pragmatiques, bah, après il faut définir le terme pragmatique, il est pas réduit à l'utilité, mais quand même, souvent on a une recherche qui se veut être au moins utile ou avoir un rapport au réel qui soit plus concret que d'autres, disons épistémologies et cet effet pratique va dominer sur, plusieurs, autres, critères. Il y a, par exemple, un de nos collègues au doctorat, lui, il veut que sa recherche soit, pratique. C'est pour ça qu'il a fait un doctorat. C'est sa thèse est là pour améliorer le monde de l'entreprise, mais pas améliorer le monde comme dans le critère de changement social, ce qui est l'autre critère. Moi, par exemple, ma thèse, se veut vraiment pour, que les choses aillent mieux, mais pour la société en général, hein. On pourrait dire, pour faire simple, pour, réduire les inégalités sociales. Et ça, ce critère-là, dans mon cas, il prend beaucoup de place. Alors quand j'essaie de hiérarchiser, il tend à faire disparaître d'autres critères, notamment, et ça, on n'aime pas le dire, à voix haute parce que c'est un critère un peu, pas c'est un peu un tabou en science, mais notamment l'idée de vérité. Ma recherche, ne cherche pas une vérité universelle ou elle ne cherche même pas la vérité nécessairement. Elle cherche surtout à améliorer l'état des choses. Mais évidemment que nos définitions de la science sont souvent, très étroitement liées à la vérité, donc ça, ce critère-là est difficile à balayer du revers de la main complètement. Hem, il y a un dernier critère, mais évidemment, comme je vous ai dit, c'est pas une liste exhaustive, mais qui m'aide à me positionner, c'est de me dire: «Est-ce que je cherche une réplicabilité? Est-ce que ma recherche doit être reproduite et pouvoir donner les mêmes résultats?» Si c'est pas le cas, bah, peut-être que je m'éloigne de certaines épistémologies qui seraient plus positivistes, par exemple. Donc, dans mon cas, examiner les liens entre capitalisme, structure et domination m'a amené à tenir peu compte de certains critères, notamment prédiction, réplicabilité et aussi les effets pratiques, mais ça, c'est peut-être aussi un penchant, naturel pour la théorie. Ça, l'épistémologie est toujours intrinsèquement liée à notre propre ressenti, même si on essaye de faire comme si c'est rationnel. Question 4, dernière question ou avant-dernière. Reprendre un peu les tensions que Burroughs donnait dans son article, dont je vous parlais tout à l'heure, celui de 1979, mais au lieu d'en tirer des paradigmes ou des catégories, très claires, essayer de se situer sur un spectre de tension, disons. Comme je le dis en bas, on ne veut pas nécessairement recréer de nouvelles catégories, mais plutôt nous positionner sur des pôles en tension, sachant que, hem, un peu comme tu disais, Aude-Marie, sans l'expliciter, bon, nos critères peuvent être,
peuvent fluctuer et on n'est pas 100% positiviste, on n'est pas 100% socio-constructiviste, etc. On a toujours un peu de tout. Et même les théories, d'ailleurs, on ne reviendra pas sur chacune des théories ou des catégories, mais quand on regarde la théorie positiviste, elle n'est pas 100% positiviste. Si on regarde même, à part peut-être Auguste Comte, mais sinon tous les autres qu'on nomme en général apportent des nuances. Ceux qui sont socio-constructivistes, c'est assez rare qu'ils soient totalement, qu'ils nient qu'il y ait une part de réalité qui existe et qui ne dépend pas de nous. Donc, ça me paraît intéressant de se situer sur des spectres de tension pour commencer à débroussailler euh, notre positionnement. Et en l'occurrence, ces 4 spectres, je trouve, sont assez intéressants. Par exemple, est-ce que je veux vraiment faire montre de ce qui existe dans le monde? Et donc, je serais plutôt empiriste, hein. Je prends pour acquis que ce que mes sens me montrent reflète, au moins en partie, l'état des lieux. Ou est-ce que je tiens seulement compte des subjectivités et je pense qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans le monde, c'est la subjectivité de l'individu et son ressenti qui sont importantes pour mon sujet d'étude. Évidemment, c'est toujours à ramener à son sujet d'étude. Dans le deuxième critère, est-ce que je pense que le monde existe et ne dépend pas de nous ou est socialement construit? Vous voyez déjà que l'ontologie et l'épistémologie commencent à être interreliées. C'est pour ça que moi, je trouve qu'on a tendance à les différencier un peu de manière abrupte. Mais en l'occurrence, de penser qu'il y a une réalité qui ne dépend pas de nous, évidemment que ça va amener une épistémologie qui sera à minima réaliste critique ou positiviste. Mais cette position, elle serait très difficile à défendre. Disons qu'il n'y a aucune part de construction sociale dans notre phénomène étudié en sciences de gestion, mais on pourrait se situer, je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 7 pour faire les choses compliquées, sur 2, puis dire que c'est beaucoup plus, ça dépend vraiment peu de nous, même s'il y a une part de construction sociale dans notre représentation du phénomène. Contrario, il y aura des gens qui vont nous dire que leur phénomène est totalement socialement construit et que, par exemple, dans des rapports, je ne sais pas, de pouvoir ou des enjeux racistes, de genre, et cetera, c'est pas tant le fait qu'il y ait une nature qui existe ou quelque chose qui ne dépende pas de nous qui est important, c'est le rapport que l'humain entretient à ce phénomène et à cette construction sociale. Une autre façon de se situer, qui est pour moi assez essentielle et qui, me permet de me poser d'interminables questions, c'est, de me dire à quel point je veux être dans une perspective critique et critique au sens large, du terme de questionner l'ordre établi et de vouloir le changer, hein, parce que critique pourrait avoir plusieurs sens. Ou alors je veux simplement faire un état des lieux et rendre compte d'un phénomène sans nécessairement tout changer, tout remettre en question. Cette, ce critère permet en gros d'éliminer assez rapidement certaines épistémologies. Si vous êtes très, très critique, ça va être difficile d'être, positiviste. Moi, je suis dans une épistémologie plutôt réaliste critique, parce que c'est une façon élégante de ne pas se positionner sur ce débat-là, mais, hem, ça, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. 4e critique, 4e critère, pardon, c'est de se dire: «Est-ce que ce que j'essaye d'examiner est de l'ordre du déterminisme?» J'en ai parlé tout à l'heure, ou alors, de l'ordre de la volonté des individus, et ça permet aussi de rapidement se diriger vers certaines épistémologies. Si vous pensez que ce qui importe le plus, c'est comment l'individu ressent les choses et comment lui-même prend des actions, bah, vous allez peut-être vous, situer vers des perspectives qui pourraient être de l'ordre du pragmatisme, subjectivisme, socio-constructivisme, bref, ça dépendrait de la catégorie qu'on utilise et de l'auteur aussi qu'on utilise. Donc, comme je vous ai dit, dans mon cas, j'essaye d'examiner le capitalisme de manière critique. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'une construction sociale, mais aussi que c'est un phénomène qui est producteur de structures qui dépendent pas de nous et qui existent réellement. Donc, la seule épistémologie, si j'ose dire, qui me restait, c'était le réalisme critique. Au-delà des catégories, ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation qui était peut-être à la fois trop courte ou trop longue, ça sera à vous de décider. Au-delà des catégories, j'aimerais que vous reteniez qu'il y a une complexité et qu'il faut surtout justifier ses choix. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas une seule méthode scientifique ou épistémologie, mais il y a surtout
un problème de justification. Souvent, on prend pour acquis que la science devrait être faite de telle façon avec tel critère, alors que c'est pas nécessairement évident, surtout en sciences sociales où rien n'est évident. Et aussi, ça c'est ce que tous les profs vont vous dire, mais qui, est tout de même, vrai, c'est que c'est une question aussi d'alignement entre ontologie, épistémologie et méthode. Mais moi, je trouve qu'il faut ajouter qu'il ne faut pas se limiter à ça parce qu'on peut très bien essayer d'être créatif et de justifier justement de nouvelles approches, de dire, je ne sais pas, je pars d'une ontologie où le monde existe, mon épistémologie, elle est réaliste critique, mais ma méthode, elle se veut positiviste. Est-ce que c'est possible? C'est intéressant, ou du moins de le creuser, et de voir qu'est-ce qui s'est si ça s'est déjà fait, et cetera. Donc plutôt que s'enfermer dans des cases dès le début, et de se positionner, de manière, disons, très dure, je trouve qu'il est plutôt intéressant aussi des fois de partir d'auteurs qui nous passionnent ou qui sont, importants dans notre domaine. Moi, par exemple, il y avait Edgar Morin et Giddens qui m'ont beaucoup influencé parce qu'ils avaient déjà réfléchi en amont à leur propre épistémologie, à leur rapport à la connaissance. Donc, ça m'a permis un peu de contourner toutes les questions qui pourraient être trop difficiles, notamment définir c'est quoi la science ou la connaissance. Bah, eux avaient déjà, et étant des sommités dans leur domaine, m'ont permis un peu d'entrer dans ces débats-là, disons. Bon, question angoisse, crise existentielle et plus sur affinité. Je pense que je vais couper la présentation. On va passer dans la période de questions ou de commentaires, discussions. Évidemment, c'était une ouverture à la discussion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sébastien. De C'est super rien. intéressant. Je laisse en fait premier tour de questions au public. Oui, André. Oui, merci Marilyn, merci Sébastien. Fort intéressant, c'est un sujet que je connaissais pas trop avant les doctorats en fait, parce que dans les sciences médicales, on va se dire, c'est positiviste, puis on ne se pose même pas la question, mais j'ai appris que c'était le positivisme au doctorat en administration. Bref, et juste pour dire, moi, celui que, les questionnements qui m'a posé beaucoup de questions, c'est l'incommensurabilité des paradigmes. Et moi, dans mes écrits en méthode, j'ai dit, je refuse cette idée-là. J'ai la difficulté à me placer, c'est-à-dire je lis, puis j'ai la difficulté à me placer de façon exclusive dans un cadre de n'importe quel graphique sur l'épistémologie puis l'ontologie. Fait que ça revient un petit peu à ce que tu mentionnais, des fois, c'est comme il y a des tensions, mais saisir qu'on est entièrement positiviste ou entièrement constructiviste ou entièrement pragmatique ou entièrement réaliste, critique, c'est vraiment embêtant. Puis pour certaines choses du côté ontologique, je me vois bien dans le réalisme critique, mais pour les côtés épistémologiques, il y a une bonne partie qui est plus socio-constructiviste que d'autres choses, mais j'aime aussi le pragmatisme, puis ma recherche, en quelque sorte, il est pragmatique. Donc, mon commentaire va surtout à l'incommensurabilité des paradigmes que je pense que c'est comme un peu... Parce qu'il y a des auteurs qui disent qu'on ne peut pas mélanger des paradigmes ou que c'est impossible, mais en tout cas, moi, je ne converge pas avec cette idée-là. Ben, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire à mots couverts en faisant une deuxième partie qui était basée plus sur les questions. Moi, j'avais, sans rien enlever à la qualité des cours et des professeurs, j'avais une grande frustration qu'on me force à me positionner alors que, quand on regarde les débats en philosophie, personne n'est d'accord. On sait qu'il n'y aura jamais une seule réponse. Et là, moi, petit étudiant en gestion, je devrais arriver puis dire la réponse à la question de l'existence de la réalité, c'est oui, non. Bon, je trouvais que c'était une tâche qui était à la fois trop grande et impossible et décevante. Alors, je me suis dit, je vais partir en fait du réalisme critique. Ça, c'est ma porte de sortie parce que ça permet de vraiment prendre un peu tout et n'importe quoi en même temps. Mais ce que j'ai essayé de vous dire, c'est qu'au-delà de vous positionner, effectivement, des fois, c'est plus intéressant de répondre à des questions précises
Et notamment, la question des critères permet d'éviter quand même élégamment, tout en la question de s'enfermer dans un paradigme. Tu te positionnes, mais sans le dire trop explicitement. Et ça dépend aussi évidemment de ton comité, de plein d'affaires qui dépassent notre discussion. Marc? Ouais, là-dessus, je pense aussi qu'il faut distinguer. En effet, puis tu l'as quand même dit au départ, Sébastien, ça dépend c'est quoi ton objet de recherche dans le sens que si tu es réaliste critique, ben peut-être tu l'es pour ce projet-là, parce que c'est la question que tu poses, c'est la méthode que tu utilises, c'est l'objet que tu regardes, mais que dans un autre projet, c'est différent. Personnellement, moi, je fais un projet de recherche action participative, mais si on peut dire, ma construction, mon objet de recherche, les valeurs, la dimension pratique, dans d'autres projets, c'est pas la même chose. Puis je prends un autre positionnement, peut-être un peu plus classique ou peu importe, mais je pense que ça dépend du projet de recherche. Tu peux changer puis tu peux bouger. Par contre, là-dessus, donc je suis d'accord avec Andrés là-dessus, mais par contre, dans un projet de recherche, tu as quand même, en raison des choix que tu fais et des possibilités qui sont possibles, question de temps, question de ressources, ben nécessairement, tu vas te placer dans un, puis peut-être il y a une certaine incommensurabilité dans le sens que, c'est des questions de spectre, là, je pense que c'est pas un autre, mais si tu travailles sur comment une personne construit subjectivement son identité, ben, aller sur des méthodes plus positivistes, ben, ici, tu as nécessairement une incohérence ou vraiment une incommensurabilité dans le sens que tu ne vas pas arriver alors que ben, peut-être justement, ça va te demander une compréhension de comment la réalité se construit de façon un peu différente. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment, faut distinguer les différents projets que tu fais, mais que dans un projet, il y a, comme Sébastien l'a dit, il y a une cohérence, il y a nécessairement, pour plein de facteurs qui sont en contrôle et pas nécessairement, ben, tu vas tendre vers une façon de voir les choses plus qu'une autre, puis qu'en effet, ben, des fois, ça se peut que ça soit incommensurable, puis ou en fait que tu vas carrément rentrer en opposition avec d'autres qui ont une vie. La question d'identité est quand même classique, là, mais je veux dire, si on n'a pas la même définition de comment une identité se constitue, je veux dire, on a beau faire des travaux, c'est beaucoup plus dur de dialoguer entre nous, là. Oui, j'ajouterais, c'est très bien dit, puis j'ajouterais qu'il faut être stratégique un peu hein, dans notre rapport à l'épistémologie. C'est des questions qui demandent toute une vie à poser, même pas à répondre à la question, juste bien poser les questions. Donc, pour votre thèse aussi, ce qui est important, c'est d'y aller avec ce qui vous permet d'avancer votre projet et qui ne trahit pas votre vision de la science non plus. Je pense que c'est comme là, ce seraient les deux conseils généraux. Toby? Oui, je vais enchaîner. Merci, hein, Sébastien. C'est vraiment une belle présentation, une belle réflexion que tu nous proposes à la date. J'aime aussi ce que j'entends, là, Andrés, Marc. Moi, je veux juste ajouter aussi quelques réflexions que j'ai eues par rapport à ça. Vous connaissez sans doute Wittgenstein, hein, la notion de jeu de langage. C'est quand même quelque chose d'assez connu. Moi, depuis que je suis au doc, j'apprends que la science est une forme de jeu également. Moi, je fais beaucoup un lien entre la notion de jeu de langage, hein, Wittgenstein, puis les jeux de science, si on veut. Puis quand on aborde l'épistémologie de cette façon-là, que tu as très bien fait à mon avis, Sébastien, je trouve que ça permet de mieux contextualiser c'est quoi les différents codes hein, de ce jeu de science. Et puis il y a différents terrains sur lesquels on joue. Puis ça revient avec ce que Marc vient de dire, que il y a une question de cohérence. Hein, et donc, de bien se positionner dans un certain terrain en comprenant un peu les règles du jeu, puis c'est quoi les codes, et de pouvoir construire un argument, de construire une proposition scientifique hein, qui s'inscrit dans ce terrain, dans ce jeu-là, et qui respecte ces codes-là et qui est en cohérence. Moi, je pense que c'est ça l'objectif qu'on a en tant que chercheur, parce que, c'est un débat qui ne va jamais être résolu. Il n'y a pas de bon positionnement ou de mauvais positionnement. Il y a juste des positionnements cohérents, je pense, hein, en fonction de ces règles
de jeu hein, qu'on apprend. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris, je les connaissais pas, puis je pense qu'on apprend continuellement c'est quoi ces règles de jeu-là. Et donc, d'avoir comme une compréhension un peu des différentes postures épistémologiques, puis qu'est-ce que ça implique. Et puis, je pense que ta présentation peut nous donner beaucoup d'outils à ça, permet de mieux jouer ce jeu-là, puis permet de prendre confiance en notre capacité, je pense, à jouer ce jeu de science en comprenant bon, justement ces codes-là. Donc, moi, c'est un peu la réflexion que ça m'a amené. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis de pouvoir justement manier ces outils-là, parce que c'est tous des outils qu'on peut utiliser, puis si on les utilise de manière efficiente, efficace, on est en mesure de construire un dialogue qui est cohérent, puis qui résonne avec des gens, mais avec d'autres gens, ça va moins résonner parce que ça, c'est l'autre réflexion que j'ai, c'est l'épistémologie, il y a quand même une certaine, il y a quand même un aspect identitaire à ça. On se positionne, ça, Andrés, quand tu parlais, moi je suis ci, moi je suis ça, je me positionne ci. Mais il y a quand même quelque chose, il y a une association assez forte entre notre posture épistémologique, voire ontologique, et puis qui on est comme personne, et puis l'identité qu'on a. Puis là, je le vois aussi selon les revues, mais c'est ça, ça dépend aussi à qui on veut parler, de quoi on veut parler. Puis ça revient aussi à ce que je pense, Sébastien, tu disais, c'est important de se positionner en fonction de nos valeurs également. On ne va pas se positionner ailleurs si on n'y croit pas fondamentalement juste pour justement avoir une publication ou avoir quelque chose de prestigieux, peu importe. Donc, il y a quand même un aspect identitaire qui vient chercher nos valeurs, en quoi est-ce qu'on croit, qui est également à prendre en considération. Fait que des belles réflexions. Merci beaucoup. Puis, au plaisir de vous écouter encore. Puis c'est intéressant, je pense qu'on en revient à au-delà de la posture, ce que je vous disais sur l'approche, plutôt conventionnaliste de la science. Dans les sciences sociales, comparativement à d'autres sciences, notre science repose beaucoup sur la notion de matrice disciplinaire ou de paradigme, dans quel paradigme on s'inscrit et comment on arrive à montrer qu'on a compris, notamment les codes, mais aussi ce qui est admis comme étant une bonne science et comme appartenant à un réseau de connaissances qui ferait notre discipline. Donc, on peut se positionner contre ça ou être contre ça, mais ça va être difficile. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect stratégique. Après, moi, je pense aussi que il y a de la place pour être créatif et les gens sont intéressés quand on brasse un peu les cartes, tant qu'on le fait de manière, disons, prudente. Ben, je vais peut-être poursuivre, Toby. Tu m'as fait penser un peu à des notes que j'avais prises au courant de la présentation de Sébastien, mais justement, est-ce qu'on va choisir une épistémologie en fonction de qui on est, de notre identité, de notre direction de recherche, du projet, comme Marc l'a souligné, des journaux dans lesquels on veut publier, de la chaire de recherche ou du laboratoire dans lequel on intervient ou on participe. Puis, ben, tout ça m'a amené effectivement à me demander, ben, lorsqu'on a une thèse monographique, on fait une grande recherche, donc c'est peut-être plus simple d'avoir un seul positionnement épistémologique. Mais lorsqu'on fait une thèse par article, si on prend en considération qu'on peut avoir différents positionnements d'un projet à l'autre, lorsqu'on rassemble tout ça dans une thèse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit trouver le positionnement qui va répondre à tous nos projets ou est-ce qu'on peut commencer peut-être à parler de multi-paradigmes, comme on avait légèrement abordé dans le cours de Viviane, en fait? Puis j'aimerais ça savoir peut-être ton avis sur la vision multi-paradigmatique. Est-ce que c'est possible? C'est une grande question, ça. Il n'y aura pas de réponse définitive, c'est sûr. Moi, je pense que je dirais, si j'avais à éviter la question, je dirais peut-être que c'est possible, mais est-ce que c'est compliqué pour pas grand-chose? Probablement. Parce que c'est déjà compliqué de définir une position et de s'inscrire dans les discussions de notre position épistémologique, alors d'en mettre plusieurs et de convaincre les gens que d'un article à l'autre, dans la même thèse, c'est une bonne idée. Je pense que c'est se rajouter beaucoup de complexité. Moi, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pour la complexité, mais ça occasionne aussi des souffrances et des problèmes pour avancer rapidement la thèse. Donc, je pense que ça, c'est des questions qui demandent plus de maturité de chercheur que ce que nous, on a au stade
En tout cas, que ce que moi j'ai à mon stade d'étudiant. Merci. Marc? Je me rappelle aussi qui disait ça, mais soit Viviane ou Olivier, mais je pense que c'est Viviane. Mais qui disait de aussi faire attention, tu sais, au label, là, puis, tu sais, je pense que Sébastien l'a bien montré. Ces questions-là sont intéressantes pour toi quand tu construis ton objet de recherche, ton travail, la façon dont tu le fais. Après ça va t'aider aussi à la littérature, tu sais, à bâtir ton argument, mais de faire très attention aussi. Si tu dis je suis socio-constructiviste dans un article, ben, il y a un risque qu'il y ait une personne, puis ça arrive souvent, qui dit ah, mais c'est pas tout à fait socio-constructiviste selon lui, de la manière qu'il défie. Donc, de faire attention aussi de s'identifier, de se mettre des étiquettes qui peut être en fait pas à son avantage, à la fois pour des personnes qui disent bon, ben, OK, je suis pas trop dans ces possibilités-là, mais aussi pour des personnes qui s'identifient puis qui finalement se retrouvent pas non plus dans ce que tu fais. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi, tu sais, il y a une dimension aussi personnelle. Après ça, ça va se refléter dans les critères de comment tu justifies cette recherche-là, comment tu dis que c'est quelque chose qui a été pertinent, qui est tes critères de validité. Ça se répercute aussi quand toi-même tu évalues des articles, là. Puis tu essaies de comprendre quand tu évalues, tu essaies de comprendre aussi, tu sais, moi j'essaie quand l'autre personne, j'essaie de comprendre, tu sais, c'est quoi ta méthode, puis est-ce que c'est cohérent. Puis même si c'est pas nécessairement ce que moi j'aurais fait personnellement, mais tu sais, c'est de faire attention aussi de se mettre trop en étiquette, de trop s'identifier, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire ouais, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, surtout quand on est dans des approches plus mixtes ou à la frontière de plusieurs. Je pense que c'est très utile au niveau personnel, dans la construction ou avec une équipe de recherche, de dire où est-ce qu'on se situe, comment est-ce qu'on conçoit ça. Mais ouais, c'est ça de pas. C'est pas, on n'en parle pas toujours de l'épistémologie dans un article scientifique, puis je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'en parler. Ça dépend, c'est quoi ton objectif avec l'article? Oui, je pense que ça, c'est un point vraiment essentiel, c'est qu'il y a aussi certains termes qui sont, puis ça, on le sait pas toujours, là. Moi, je l'ai découvert un peu à mes dépens, mais il y a des termes qui sont un peu à éviter et des positionnements qu'on n'est pas obligé d'expliciter dans des termes qui vont être polémiques. Par exemple, moi, je me dis structuraliste. Alors, si je le dis haut et fort, j'ai la moitié des profs du département qui vont venir me voir puis me dire on peut plus être structuraliste en 2023, que c'est passé date. Il y a l'autre moitié qui vont me dire c'est intéressant, mais tu fais référence à Lévinal. Je vais dire non, je fais référence à tel auteur. Puis, alors maintenant, je dis je suis réaliste critique. Ça, c'est bien parce que c'est comme un terme qui implique une certaine causalité de structure, mais où tu n'as pas besoin de le dire et où l'auteur qui s'est dit réaliste critique, qui est Bhaskar, personne n'a envie de le lire, personne ne le comprend. Alors, c'est parfait. J'ai explicité ma posture épistémologique, mais je n'ai pas besoin de le dire à chaque article ou à chaque 2 minutes pour me faire taper dessus. Donc, il y a je pense que tu as bien mis le doigt sur toute la réflexion épistémologique, Marc, qui n'est pas obligée de se refléter dans chaque travail, mais qui est importante quand même à poursuivre, ne serait-ce que pour nous et pour nos collaborations futures. Oui, Aude-Marie? Oui. Ben, c'est fou parce que quand j'ai commencé le doc, c'était vraiment ces termes-là, la ontologie, épistémologie. Puis encore aujourd'hui, j'ai demandé tellement de la lecture à des profs, qu'est-ce que ça signifie. Puis même plusieurs profs avaient de la difficulté souvent à le définir. Ça a longtemps été pas clair pour moi. Puis là, d'y revenir, on dirait qu'il y a 4 ans qui a passé. Puis là, je me dis, aïe, aïe, non seulement ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus, mais je me suis comme déconnectée de ce genre de réflexion fondamentale. Parce qu'en effet, comme vous le disiez, moi, ce que je lis, je suis beaucoup en intelligence artificielle, business éthique, puis je ne vois plus passer ces termes-là, là, puis personne, il n'y a aucun auteur que je lis qui prend un positionnement du tout. Puis moi aussi, je suis sur une thèse par article, puis là, quand j'ai vu passer le thème de ta présentation, j'ai dit, oh, ça serait peut-être bien que j'aille me rebaigner là-dedans. C'était comme sorti complètement de mon radar, là, cette espèce de posture, de positionnement. Puis concrètement, dans notre thèse, une thèse par article, est-ce qu'on peut, dans la partie où notre introduction, où on amène un peu notre littérature, notre positionnement, mais après les 3 articles, c'est possible
qu'on y revienne pas du tout. Dans ce qui est publié, qu'on n'en parle pas de notre épistémologie, en tout cas pas dans ces termes-là, ou de se situer dans une posture, dans un cadre, dans un moule. Moi, j'ai une étude de cas, ou ce n'est pas des articles nécessairement très théoriques. À part de dire que je suis pragmatiste puis j'ai une démarche inductive, je me souviens plus d'avoir lu un article qu'un auteur parlait de socio-constructivisme, tout ça depuis mon cours avec Pasquero au début, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au moins, c'est ça, à moins que je sois complètement déconnectée. On a tous nos sujets différents. C'est sûr que ceux qui travaillent sur l'identité, par exemple, ben, peut-être que c'est plus propice à se poser ce genre de questionnement et tout ça. Selon les revues, pragmatisme est une école épistémologique. Donc, je peux dire que je suis dans une épistémologie pragmatique. Oui, mais oui, c'est bien, c'est souvent accepté là, comme une posture. Puis, ben, je pense que Andrés, tu voulais peut-être réagir à ça. Moi, j'ai beaucoup parlé, alors je peux te laisser réagir. Mais c'est sûr que oui, c'est pas tous les articles scientifiques qu'on va lire, puis même qu'on va écrire, dans lesquels on va mettre une certaine posture. Puis il n'y en a pas beaucoup, j'en ai vu, peut-être 2, 3 de tout ce que j'ai lu, j'en ai vu 2, 3 qui avaient clairement une posture définie, au-delà de dire si c'était vraiment ça ou c'est pas comme ça que je la vois, c'est pas comme ça que je l'interprète ou que je la comprends, mais j'en ai vu, mais c'est très, très rare. Mais est-ce que mon intervention, c'était plus comme des fois, j'ai comme sentiment, le feeling que nous, en tant que, c'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à faire mon doc, puis quand j'ai décidé de le faire, puis j'ai commencé à regarder tout ça, puis des fois, les gens, ils me posaient la question, vous êtes pharmacien, pourquoi vous ne faites pas un doc en pharmacologie ou en sciences pharmaceutiques, des choses comme ça. Puis moi, je disais comme moi, ça ne m'interpelle pas, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas. Oui, c'est bien, mais je ne me vois pas dans un laboratoire. Puis j'aime plus la réflexion de comprendre un petit peu plus la société en lien avec l'économie, puis comment que ça va impacter moi, mon champ de travail, mon industrie, ou peu importe comment on veut l'appeler. Puis l'autre chose qui m'intéressait, c'est quand j'ai regardé les titres, ça dit docteur en philosophie. Je pense qu'on devrait ramener plus ces discussions-là, de vraiment d'être un docteur en philosophie, puis pas un docteur expert. Je vais prendre l'exemple, et je vais prendre l'exemple, mais je ne te vise pas du tout, évidemment, mais c'est pas juste un docteur en intelligence artificielle puis en éthique d'affaires ou en marketing. Non, non, non. C'est pas juste une expertise dans quelque chose c'est la science, c'est tellement énorme, ou les champs des connaissances sont tellement énormes qu'on devient expert dans un petit morceau, mais au-delà de ça, je suis un docteur en philosophie, je suis censé amener plus de philosophie dans ma recherche, dans mes discussions, parce qu'au au final, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que je vais pouvoir dire à la fin, j'ai contribué à quelque chose de cette façon-là. Pas seulement j'ai contribué dans mon cas, ça m'intéresse énormément le modèle d'affaires. OK, j'ai contribué au modèle d'affaires, mais comment que philosophiquement en parlant, en arrière de ça, la construction de la connaissance. Donc, je pense qu'on devrait discuter davantage. Je pense qu'on devrait être plus ouverte aux postures. Quand je disais qu'en sciences médicales, on ne parle pratiquement pas, on ne sait même pas que c'est le positivisme, on ne sait même pas la philosophie, la science, c'est quoi ça? Il y a juste une façon de fonctionner. Il y a les statistiques, il y a les données, on est très externe, puis c'est tout. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se sentent pas interpellés à faire un doctorat dedans, mais c'est parce qu'il manque toutes ces réflexions, peut-être bien avant du doctorat, je ne sais pas, mais je pense qu'au-delà d'une expertise sur un sujet en particulier ou un domaine en particulier, c'est surtout, on devient docteur en philosophie, donc c'est où la philosophie en tout ça?
Je dirais juste rapidement aussi que c'est pas anecdotique que j'ai commencé par Chris Anderson qui dit que c'est la fin de la théorie et que en fait on va avoir suffisamment de données de puissance computationnelle pour prédire, calculer, comprendre la réalité. C'est que on se dirige de plus en plus vers ça dans nos sciences de gestion, balayer du revers de la main des questionnements qui sont à la fois philosophiques, mais qui sont aussi éthiques, hein, quand même. La définition de la science, elle est pas anecdotique pour qu'est-ce qui se passe après dans le monde. Ça enlève rien au fait de faire des articles où on se positionne pas. Chaque article demande pas ce positionnement, mais je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Après, est-ce que ça devrait intéresser chaque chercheur en sciences de la gestion? Peut-être pas, mais ça devrait être des débats qui sont rappelés de temps en temps. Toby? Je vais laisser Jessica, vu que moi j'ai déjà parlé. Vas-y, Jessica, puis je vais enchaîner après. Je suis vraiment dans une question un peu plus pratico-pratique, là. Je découvre tout ça avec vous aujourd'hui. Puis, je me demandais, on parle beaucoup de cohérence, d'alignement, qu'on s'inscrive dans une perspective qui soit plutôt quanti ou quali. Est-ce qu'il y a des zones de tension où il faut absolument ne pas aller? Si tu es quali, est-ce qu'il y a des aspects où tu ne dois pas aller? Même chose si tu es quanti, là. Bah, ça, c'est une question, je dois t'avouer que je suis toujours un peu confus parce que la réponse la plus simple, ça serait de te dire, c'est difficile, par exemple, d'être dans une méthode quantitative, dans une perspective subjectiviste ou socio-constructive. On s'entend. Puis ça, c'est comme le plus logique. Mais en même temps, il y a une part de moi qui veut pas se limiter à ça, qui se dit, pourquoi pas essayer des trucs, puis mélanger des choses. Et c'est pas un domaine que je connais beaucoup, ceux qui ont expérimenté les limites, disons, d'un alignement complètement farfelu, on va dire, là, pour les besoins de la cause. Puis je pense que ça dépend aussi encore une fois, malheureusement ou heureusement, c'est selon, mais du public à qui tu t'adresses. C'est sûr qu'il y a des gens, et si tu leur donnes des méthodes quantiques dans des trucs ultra socio-constructivistes, ils vont te regarder comme si tu n'avais rien compris à leur perspective. Et là, on en revient à l'idée d'incommensurabilité des paradigmes qui est peut-être pas réelle, mais en tout cas est réellement présente. Moi, si je peux enchaîner juste avant toi, Toby, si tu me permets, pour ces points-là, je pense quand on parle de cohérence, personnellement, j'interprète la cohérence comme c'est qui le père qui me regarde faire. Parce que moi, je me rappelle déjà avoir lu un article ou un chapitre dans le livre, puis je pense que Marc, on l'a vu avec Viviane Sergi dans les cours de métaux, où l'autrice, une autrice critique, puis elle disait, j'ai pas de métaux, j'ai pas d'approche méthodologique. Moi, je suis 100% critique, puis moi, je refuse d'utiliser une méthodologie. J'y vais, je rentre, puis je vois comment ça se passe, puis bon, bref. Ce qu'on comprenait, c'est qu'il n'y avait pas la façon qu'elle les décrivait, il n'y avait pas une méthodologie décrite, il n'y avait pas une méthodologie en avance, il n'y avait pas de méthode, d'après ce qu'on les comprenait. Au moins, c'est comme ça que je les comprenais. Je disais, ça, peut-être pour les personnes qui sont entièrement critiques, 100% critiques, c'est cohérent. Mais pour une personne qui est positiviste ou qui n'est pas critique tout court, mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas. Fait que ça dépend j'ai l'impression que ça dépend de qui te regarde, c'est quoi ton père académique dans ces cas-ci, puis qui va te lire. Fait que je pense que c'est la cohérence, c'est ça qui est avantageux, mais qui en même temps est embêtant. Et puis, je suis d'accord avec Sébastien, il y a certaines choses. Moi, je me rappelle d'avoir entendu quelqu'un dans une conférence et on discutait, puis, mais toi, tu vas faire du quanti, tu vas faire du quantitatif. Non, 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 moi, c'est qualitatif. Mais tu dis, comment tu vas faire du qualitatif? Tu dis que tu vas faire un sondage. Oui, oui, mais ça, c'est qualitatif. Donc, la norme dit que tu fais un sondage avec certains critères, ça devient quantitatif d'une certaine façon. Donc, comment, encore une fois, la cohérence, comment elle est perçue à l'extérieur de ce que tu es en train de faire? Ouais.
Ben, moi, j'enchaînerais très rapidement là-dessus. Tu sais, quand on parle d'alignement, souvent, c'est un alignement entre quand on parle d'épistémologie, c'est la connaissance. Fait que, c'est quoi le projet de connaissance? Et puis après ça, la méthodologie, c'est quoi la méthode pour dévoiler cette connaissance? Et donc, l'alignement réside là. Fait que quand on parle de Quanticali, c'est simplement au niveau de la méthode. Et puis là, est-ce que ça, c'est aligné avec le projet de connaissance? Donc, je pense que quand on parle de méthode quanti, généralement, historiquement, ben, c'est beaucoup plus relié à peut-être une posture un peu plus positiviste. Donc, ça, c'est un peu, mais est-ce que ça peut se faire? Je pense que ça peut se faire, mais il faut être assez créatif. Je pense qu'on arrive à une phase, si on veut, dans le développement de la science où il y a de plus en plus de créativité. Avec ce que tu dis, André, bon, je ne sais pas, ben, Sébastien, clairement, tu l'as lu, peut-être les autres, je ne sais pas, mais il y a un auteur en philosophie des sciences, Paul Feyerabend, qui avait un peu parlé d'anarchisme scientifique. Et donc, ça, c'est quand même intéressant aussi de voir que l'anarchisme a sa place en science. Et puis là, c'est contre la méthode en tant que telle. Et donc, est-ce que ça serait peut-être sans méthode? Bon, pour revenir à l'anecdote d'Andrés. Donc, il y a quand même énormément de ressources out there, beaucoup de ressources, beaucoup de références. Je pense qu'après ça, c'est à nous de s'outiller en fonction d'où on veut aller avec notre projet. Mais simplement pour revenir rapidement, l'alignement, c'est essentiellement entre le projet de connaissance visé et puis la méthode qu'on va emprunter pour dévoiler ce qu'on veut dévoiler. Donc, le quanti, le quali va s'inscrire à ça. Mais bon, je pense que toute cette discussion-là, une belle réflexion. Puis, ce que je voulais initialement mentionner, moi, je m'étais fait dire par un chercheur, bon, assez de renom dans le domaine de l'entrepreneuriat que j'avais croisé dans une conférence, qui me disait, c'est pas important d'explicitement se positionner. Ce qui est important, c'est d'avoir une méthode qui est alignée et puis surtout d'avoir un langage qui va donner des indices, qui va dévoiler, en fait, à travers le langage utilisé, on s'inscrit où. Puis là, ça va être à la communauté, aux chercheurs qui vont lire, de comprendre, OK, ben, c'est quoi, justement, c'est une analyse un peu qui se fait après de dire, OK, bon, c'est quelle posture, on se situe où. Puis c'est vraiment quand il y a des incohérences au niveau du langage emprunté, au niveau de la méthodologie, que là, il y a des questions qui vont être soulevées de dire, OK, mais c'est quoi le positionnement? On se trouve où ici? Dans quel paradigme? Parce que c'est pas clair. Et ça m'avait vraiment frappé, qui m'avait dit, si tout est clair et cohérent, il n'y a personne qui va vraiment te questionner sur quel positionnement épistémologique que tu as ou dans quel paradigme tu t'inscris, parce que c'est clair, c'est cohérent, ça fait sens. Les gens, on est dans la communauté scientifique, on est censé d'avoir justement les points de repère, d'avoir cette compréhension-là, de dire, bon, ben, qu'est-ce qui est socio-constructiviste, qu'est-ce qui est possible, blablabla. Et donc, c'est vraiment quand il va y avoir des incohérences et puis des accrochages au niveau de la lecture qu'on va faire, oh, ça ne me semble pas cohérent. C'est là que les questions vont être soulevées, puis là, il va peut-être avoir un peu de défense à faire. Je termine en disant, Andrés, tout ce que tu disais, tu viens d'un autre champ, peut-être un peu plus avec la pharmaco et tout. Moi, je trouve ça intéressant, ton point de vue, de dire qu'il y a peut-être des disciplines, des champs où c'est des conversations qui méritent d'avoir lieu parce qu'elles sont inexistantes. Je trouve ça le fun parce que bon, je ne sais pas si c'est nous à l'ESG parce qu'on a quand même une démarche différente face à la gestion que d'autres institutions face au monde des affaires, mais je trouve ça intéressant qu'on ait ces réflexions-là. Parce que ça fait partie de ce qu'on fait. C'est des sciences humaines qu'on fait. Hein? Au bout du compte, tout ce qui est gestion, management et toutes les fonctions reliées à l'organisation, ça relève des sciences humaines, ça découle de nous. Et donc, quand on parle de sciences humaines, ben là, c'est là que toute cette complexité que Sébastien, tu mentionnais, je pense que c'est là qu'elle prend son essence et il faut s'y intéresser. Donc, je trouve ça le fun qu'on le fasse. Puis, c'est plate qu'il y a d'autres disciplines qui ne le font pas. Peut-être que ça va être à nous de les encourager. Toi, Andrés, en étant un pont entre cette discipline et peut-être un autre, peut-être que tu vas avoir un effet positif de l'autre côté du pont, tant mieux. Mais je trouve ça le fun qu'on ait ça. Puis merci. Moi, je ne parlerai plus. Il reste quelques minutes, mais juste vous remercier. Marilyn, Lasso, Sébastien, d'avoir organisé ça. C'était une belle discussion, un bel échange, très, très stimulant. Donc, merci. Je veux juste rapidement, Jessica, il y a beaucoup de recherches qui existent. Je ne les connais pas toutes, mais par exemple, j'avais vu une recherche qui essayait d'expliquer les effets de
la modernité ou de la modernisation de certains pays sous des démarches quantitatives. Alors, il partait d'un truc qui serait très normalement social critique, mais il l'examinait avec plein de données quantitatives pour voir est-ce qu'on peut multiplier les analyses et avoir un autre regard. Donc, il y a des choses qui existent, c'est juste que moi, je ne connais pas tout, mais je suis sûr que sur ton sujet, il y a manière d'être créative au-delà de la question de l'alignement est certes très importante, là, mais l'alignement, on peut aussi le définir nous-mêmes si on est assez malin. Mais dans ces voies-là, Sébastien, je pense que ce qu'on regarde avec notre méthode, notre positionnement, c'est on voit une face, mais si je choisissais une autre méthode ou peu importe, je verrais une face différente, puis ça ferait que je verrais de façon plus complémentaire, pour pas dire complète, parce que je pense que c'est impossible, le sujet ou l'objet. Puis moi, je vais juste finir ça rapidement, puis je ne sais pas si on aura vraiment le temps de discuter de ça, mais l'intervention de Toby, ça m'a fait penser, moi, je n'ai pas de maîtrise en sciences. Moi, j'ai un MBA, puis je n'ai pas fait maîtrise en sciences. Et puis, je comprends que quand on fait une maîtrise en sciences, on ne part pas de ça. Mais à mon avis, on devrait. Puis ça m'amène au point de dire, c'est quoi la différence? C'est pourquoi une maîtrise en sciences puis un doctorat? C'est quoi la différence? Pourquoi que c'est au doctorat qu'on devrait discuter de ça, puis pas à la maîtrise? Puis si on discutait à la maîtrise, ça serait quoi la différence avec le doctorat? Que ça dure plus longtemps, que la procédure est différente, que... Comprenez mon questionnement sur plus une curiosité que d'autres choses. En tout cas, on en revient à la question du pourquoi faire de la recherche, quel est le sens de notre doctorat, notre démarche. Et je pense que ça peut, si Marilyn accepte, ça peut être un beau mot de la fin de réflexion de où commence l'épistémologie, où elle s'arrête. Merci, Sébastien. Mais je voulais juste rajouter une petite chose pour Jessica avec l'alignement. Moi, c'est une question que j'avais eue, que j'avais eu en fait avec Viviane, justement, parce que j'ai eu des projets de recherche où j'ai utilisé le big data, donc du data mining. Et là, je me suis retrouvée avec une tonne de données, puis comment est-ce qu'on traite ça de façon quali, même si je me positionne plus dans des épistémologies quali. Puis, en fait, elle me dit, non, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu prends une méthode quanti ou quali que tu te positionnes et que tu t'enfermes dans une épistémologie en particulier. Là. Il y a un spectre, comme Sébastien nous l'a mentionné, toutes sortes de nuances, mais ça va être dans les choix de termes que tu vas utiliser lorsque tu vas parler de ta recherche, de ton papier. Donc, moi, elle m'avait conseillé, par exemple, à la fin, oui, j'ai utilisé des méthodes quantitatives pour faire du sens de ces données-là parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop long. Mais à la fin, on n'est pas en train de prouver, mais on est en train de constater. On constate une tendance, on n'est pas en train de changer le monde, on n'est pas en train d'écrire une théorie et d'avoir quelque chose de très solide. Donc, vraiment, un peu comme Toby le disait, c'est vraiment dans le langage. C'est comme ça aussi qu'on va filer des papiers. Est-ce que cette personne-là se positionne plus positiviste, interprétativiste, socio-constructiviste? Je clôt la discussion comme ça. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Merci beaucoup. Puis, je vais passer en même temps la balle à Andrés et à Marc parce que le mois prochain, normalement, on aurait eu un dentathèse le 10, mais c'est le symposium. Donc, je ne sais pas si vous avez des annonces à faire. Vas-y, Marc. J'ai rien. Je vais faire le workshop. Il y a le workshop, c'est le dernier vendredi du mois, qui nous amène le 27, je pense. Oui, le 27 janvier. Avec Anne Langley, qui va nous présenter comment présenter dans une conférence académique. Donc, c'est le dernier de la série En route vers le symposium. Il y a aussi pas en lien avec on ne l'a pas encore annoncé, mais il va y avoir un 5 à 7 de bienvenue qu'on appelle, bienvenue, de rentrée. Il va y avoir les informations bientôt. Là, on a la date qui a été confirmée aussi par la direction, où est-ce qu'il va y avoir les nouvelles du programme. Je pense qu'il y en a 5, 6. Puis, en reste pour le symposium.
Oui, puis c'est ça, comme Marilyn disait, le mois prochain, on va pas avoir dans ta thèse. Tout simplement parce qu'on va voir le symposium doctoral 2023 à l'UQAM. Et on est vraiment content et excité de ça. Puis on a eu plusieurs propositions. On est content du résultat. Jusqu'à la dernière fois je vous donne ça comme ça, mais la dernière fois qu'on a eu des nouvelles, au début janvier, on était à 45 propositions. Et puis moi, je m'attendrais à en avoir d'ici le 15, que c'est la date limite. Je m'attendrais à en avoir plus. Si jamais vous n'avez pas proposé quelque chose, vous avez jusqu'au 15 janvier. Il vous reste 5 jours, 6 si on compte aujourd'hui, parce que la journée n'est pas finie. Donc, allez-y, proposez. Vous avez soit une conférence, soit un poster, soit une proposition d'atelier, un workshop. Donc, puis peu importe les stades de votre recherche, si vous êtes juste en train de vous poser des questions justement épistémologiques, mais peut-être c'est la meilleure place pour avoir du feedback et des commentaires. Si vous êtes rendu à l'étape de comment que je vais faire, c'est quoi mon cadre théorique, c'est quoi mon approche méthodologique, c'est aussi la bonne place pour ça. Il n'y a pas de jugement. C'est pas un symposium où on veut savoir qui est le meilleur, on veut savoir comment on peut t'aider à avancer ton projet de recherche. C'est vraiment ça le principe. Puis même si vous ne soumettez pas quelque chose, vous êtes les bienvenus. On va lancer bientôt les inscriptions et soyez parmi nous. Venez écouter nos collègues, faire des commentaires et on va avoir des prix aux meilleurs commentaires. Fait que vous êtes les bienvenus. Vous allez être, on va être très, très content de vous avoir parmi nous. Donc, c'est pas mal ça. Ça finit la série des annonces du curé. Je vais Sans juste faire un ajouter, coup de... non, vas-y. juste rajouter très, très rapidement, même s'il n'y a aucune proposition qui est faite, comme André a dit, c'est plus que d'être bienvenu. En fait, c'est vraiment fortement, fortement invité à venir. C'est une occasion de rencontrer les gens de la communauté du programme conjoint à Montréal. C'est vraiment ça le but premier de ce symposium. Donc, de se mettre en pratique, de présenter la recherche, de faire une présentation et tout. Mais principalement, c'est de rentrer en contact, de faire des rencontres avec des gens du programme avec qui on pourrait collaborer, avec qui on pourrait travailler à l'avenir. Donc, simplement à dire, plus que bienvenue, je pense que c'est fortement recommandé. Je pense qu'avec l'ASSO, on va s'assurer de bien mentionner à tous les membres, là, même ceux qui n'ont pas soumis quoi que ce soit, là, que ça serait vraiment fun que tout le monde soit là, simplement pour construire la communauté ensemble, puis être là, puis pouvoir faire de belles rencontres. Merci à tous. Merci Toby pour ce mot de la fin. Merci Sébastien pour ta présentation et merci à tout le monde pour la discussion. C'était super intéressant. Et je vais poursuivre avec probablement Charles, un des exécutifs de l'ASSO, pour qu'il puisse rendre cette vidéo disponible sur notre site web. Comme ça, les étudiants qui se posent encore des questions et qui ne pouvaient pas assister aujourd'hui pourront avoir un aperçu de nos discussions et peut-être des points de réponse dans leur réflexion. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée, bonne rentrée et ça a été un plaisir. Merci Sébastien. Bye. Merci Marilyn pour Bye, l'organisation. merci. Bye bye. Bonne Merci journée. à tous. Bye. Bonne journée. Bye.